Je m'appelle Sophie Renaud. J'ai 37 ans. Je vis à Lyon. Je suis analyste financière dans un cabinet d'audit reconnu. Ma famille ne sait pas vraiment ce que je fais. Pour eux, je travaille dans la compta. Ce n'est pas un compliment dans leur bouche. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que ma discrétion était une qualité, que mon calme était de la maturité, que mon silence était de la sagesse. Raclement de gorge, c'était mon erreur. Et voici comment je l'ai corrigé. Le dîner était organisé chez mon frère Théo, une grande maison en périphérie de Lyon, avec un jardin soigné et une terrasse en bois massif. Ma belle-sœur Nathalie avait tout planifié comme toujours. Traiteur, décoration florale, liste de musique d'ambiance. C'était une mise en scène, pas un repas. Nous étions 12 autour de la table. Je portais ce bracelet ce soir-là. Un bracelet en argent serti de 3 petites pierres de lune que ma grand-mère maternelle m'avait offert avant de mourir. Elle l'avait glissé dans ma main à l'hôpital. Elle avait murmuré « Pour toi, ma Sophie, parce que tu es celle qui reste. » Je le portais depuis 11 ans, tous les jours, sans exception. Camille, ma nièce de 13 ans, était assise à ma gauche. Elle parlait fort, comme sa mère. Cette façon d'occuper l'espace sonore qu'on lui avait apprise sans le savoir. À un moment, elle a tendu la main vers mon poignet. Pas pour regarder, non, pour attraper. Elle a saisi le bracelet, a tiré dessus comme s'il lui appartenait, et le fermoir, vieux, fragile, usé par des années de port quotidien, a cédé. Les 3 pierres de lune ont scintillé sous les lumières du lustre. « Maman dit que ça vient du marché du dimanche », a-t-elle annoncé. « Ça ne ressemble pas à du vrai argent, non ?» Mon frère Théo a toussé dans son verre. Ma mère a eu un sourire crispé. Et Nathalie, ma belle-sœur, a émis ce petit rire poli qu'elle réserve aux situations qu'elle veut éteindre rapidement. « Allons, Camille, rends-le à ta tante. Tu sais comme elle est sentimentale avec ces petites choses. » Ces petites choses. Le mot a flotté au-dessus de la table. Bon marché, condescendant, précisément calculé. Plusieurs personnes autour de la table ont ricané. Pas par méchanceté réelle, sans doute. Par réflexe, parce que c'était plus facile que de rester silencieux. Je regardais Nathalie. Ce sourire de façade qu'elle portait depuis 15 ans. Ce sourire qui m'avait lentement, méthodiquement effacé. J'ai senti le bracelet cassé dans ma paume. Les 2 morceaux de la chaîne, les 3 petites pierres froides. Et dans ce vide, dans ce silence intérieur qui ne ressemblait ni à de la colère, ni à des larmes, une décision s'est formée. Propre, nette, irréversible. Ce dîner serait le dernier où qui que ce soit dans cette famille rirait à mes dépens. Mais avant que je vous explique ce que j'ai fait, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je suis toujours fascinée de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, laissez un cœur. Ça m'aide à savoir que vous êtes là. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que la suite est bien plus inattendue que vous ne le pensez. Pour comprendre ce que j'ai fait ce soir-là, il faut comprendre ce que j'avais enduré pendant 15 ans. De l'extérieur, vous voudriez faire partie de la famille Renaud. Vous verriez la maison de Théo avec ses baies vitrées et son jardin entretenu. Vous verriez les photos que Nathalie publiait sur les réseaux sociaux. Les repas de Noël avec tout le monde en tenues assorties. Les week-ends à la montagne. Les clichés de Camille en tenue de danse classique, ses chaussons parfaitement lacés. Tout semblait impeccable, un portrait de la réussite moderne. Mais si vous grattiez cette surface laquée, vous trouveriez de la pourriture en dessous. Dans notre famille, l'amour n'était pas un réconfort. C'était une compétition. Et j'avais arrêté de jouer depuis longtemps. Tout a commencé avec mon père, un homme de belle apparence, grand commerçant en textile, avec ce charme naturel qui lui permettait de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Théo a hérité de ce charme, ce sourire facile, cette façon de remplir une pièce. Mais il a aussi hérité de l'aveuglement de notre père, cette incapacité à voir les courants silencieux qui circulent sous la surface. Notre père n'avait jamais vu comment notre mère se rétrécissait pour le faire paraître plus grand. Théo n'a jamais vu comment Nathalie faisait exactement la même chose, mais dirigée contre moi. Nathalie venait d'une famille bordelaise qui avait connu la fortune et l'avait perdue. Elle s'accrochait à la performance de la richesse avec une précision froide et méthodique. Dès son mariage avec Théo, elle avait commencé à remodeler notre famille. Les enfants,
Camille et son frère Léo, avaient appris très tôt que leur valeur se mesurait au logo sur leurs vêtements et au volume de leurs activités. Le ballet de Camille, le tennis de Léo n'étaient pas des passe-temps. C'étaient des entrées sur un curriculum vitae que Nathalie construisait pour eux. Et par extension, pour elle-même. Et puis il y avait moi, la discrète, la célibataire, la comptable. Dans une famille qui valorisait le bruit et l'éclat, j'étais un bruit de fond. Je ne conduisais pas un SUV allemand. Je vivais dans un appartement minimaliste en centre-ville. Je portais des vêtements bien taillés, sobres, sans logo visible. Je trouvais la beauté dans un bilan comptable parfaitement équilibré. Pour Nathalie, surtout, ma vie semblait être un reproche silencieux à son extravagance. Ma stabilité paraissait être un jugement sur sa course permanente. Ils confondèrent mon calme avec de la faiblesse. Ils voyaient mon introversion comme un manque d'ambition. Ils croyaient que parce que je ne me battais pas pour être sous les feux de la rampe, je ne méritais pas d'y être du tout. Pendant des années, je les ai laissés le croire. C'était plus facile. Je venais au repas. J'apportais des cadeaux réfléchis. J'écoutais Nathalie parler pendant des heures des compétitions de camillou du chalet qu'ils avaient loué pour les vacances de février. Je hochais la tête, je souriais, et une petite partie de moi mourait à chaque fois. Je me souviens d'un anniversaire de ma mère il y a environ 6 ans. J'avais passé 3 semaines à lui préparer un album photo artisanal. Des dizaines de photos scannées, des légendes manuscrites, des souvenirs qui remontaient à mon enfance. Ma mère l'avait ouvert et ses yeux s'étaient remplis de larmes. Sophie, c'est magnifique. C'est exactement moi. Puis Nathalie est arrivée avec une boîte immense. Un robot de cuisine dernier modèle. 800 € au minimum. Comme ça, tu n'auras plus à te fatiguer pour les fêtes, dit-elle rayonnante. L'album a été posé sur une chaise. La boîte est devenue le centre d'attention. Ma mère, pour ne blesser personne, s'est extasiée sur l'appareil électroménager. Nathalie m'a regardé par-dessus la boîte. Ce tout petit sourire de victoire. Elle avait gagné. Je n'avais même pas réalisé que nous étions en compétition. Ce schéma s'est répété, encore et encore. Mes réussites minimisées, mes sentiments ignorés, ma présence tolérée. J'étais le mur blanc sur lequel ils accrochèrent leurs tableaux colorés. J'étais l'arrière-plan. Ils avaient tort à mon sujet. Mon calme n'était pas de la faiblesse, c'était du contrôle. Je contrôlais mes finances, je contrôlais mes émotions, je contrôlais ma vie. Mais le poison familial continuait de s'infiltrer. Goutte à goutte, toxique, invisible, point constant. L'incident du bracelet n'était pas la première coupure, mais c'était celle qui était allée trop loin. Celle qui m'avait finalement fait comprendre que pour me sauver, je devais couper les ponts. La pourriture s'était trop étendue. J'en avais assez de la laisser me consumer. Ce soir-là, au dîner, Nathalie avait longuement parlé du programme de danse auquel Camille venait d'être acceptée. L'Académie nationale de danse contemporaine de Grenoble. Réputée pour être l'une des meilleures institutions du pays. « C'est une chance extraordinaire », avait-elle dit en s'essuyant les lèvres avec une serviette en lin blanc. « La formation est incomparable. »« Bien sûr », soupira-t-elle, comme si le sacrifice lui coûtait, les frais de scolarité sont conséquents. 48 000 € par an pour le programme intégral. Mais pour Camille, nous trouverons un moyen. Nous le devons. Théo avait rayonné à ses côtés. Ma fille, la danseuse. Ma mère regardait Camille avec des yeux brillants. Personne ne m'avait posé la moindre question sur ma vie. Sur la mission de 3 mois que je venais de terminer à Genève. Sur le projet social que je finançais discrètement depuis 1 an. Je m'y attendais. Je suis restée assise là, sirotant mon eau minérale. Spectatrice à mon propre repas de famille. Puis vint l'incident du bracelet. Après la remarque de Camille, après le rire de Nathalie, après le silence complice des autres. Nathalie a lancé le signal du dessert. Les lumières ont été légèrement tamisées. La bûche glacée est arrivée avec ses bougies. Tout le monde a chanté joyeux anniversaire. Je n'ai pas chanté. Les 2 morceaux du bracelet reposaient dans ma paume. Les pierres de lune me semblaient incroyablement lourdes. Ce bracelet était la dernière chose que ma grand-mère m'avait donnée. Ce n'était pas un bijou de marché. C'était sa voix, c'était sa main dans la mienne, c'était une promesse. Et maintenant, il était brisé. Dans l'assiette de mon antagoniste, sous les rires de la famille, je me suis levée discrètement pendant le dessert. Je me suis tenue près de la baie vitrée donnant sur le jardin. Mon reflet dans le verre m'a renvoyé l'image d'une femme seule, séparée du groupe rassemblé autour de la bûche. J'ai entendu des pas derrière moi. C'était Nathalie. « Tu ne prends pas de dessert, Sophie ?» Je n'ai pas faim. Elle est venue se placer à mes côtés, regardant le bracelet dans ma main fermée.
Ne t'inquiète pas trop pour ça, a-t-elle murmuré, adoptant ce ton de grande sœur de substitution qu'elle affectionnait dans ces moments. Ce sont des choses. Les choses se cassent. Ce sont les souvenirs qui comptent. Je me suis retournée lentement. Je lui ai adressé un sourire. Précis. Froid. Sans une dent visible. Tu as raison, Nathalie. Les souvenirs comptent. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai regardé son expression satisfaite. Celle d'une femme qui croit avoir géré la situation avec grâce. Elle ne voyait rien. Elle voyait un bijou cassé. Elle voyait une belle-sœur sentimentale. Elle ne voyait rien de valeur. J'ai regardé la scène familiale. Ma mère riait. Théo passait son bras autour d'elle. Et j'ai pensé, tu as tout à fait raison, Nathalie. Les souvenirs comptent. Demain matin, tu en auras un tout nouveau. Un souvenir que tu n'oublieras pas. Pour comprendre ce que j'ai fait ensuite, vous devez comprendre le secret que je gardais depuis 2 ans. Un secret que je n'avais jamais eu l'intention de révéler. Tout a commencé lors d'une conférence professionnelle à Grenoble. Mon cabinet m'y avait envoyé pour représenter l'entreprise lors d'un gala de financement organisé par plusieurs associations culturelles régionales. Je déteste ce genre d'événements. Les conversations forcées, les tenues de circonstance, le sentiment permanent d'être jugé sur son titre. Je me tenais près de la table des catalogues quand une femme m'a abordé, des yeux chaleureux. Un sourire sincère, pas professionnel. Elle s'appelait Dr Isabelle Moreau, directrice pédagogique de l'Académie nationale de danse contemporaine de Grenoble. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Elle ne cherchait pas de don. Elle parlait de la danse. Non, pas comme d'un passe-temps pour familles aisées, mais comme d'une discipline, une forme d'art qui sauve des vies. Elle m'a parlé des élèves qui venaient de rien, qui faisaient des ménages le week-end pour payer leurs chaussons. Elle m'a parlé du talent brut qu'elle voyait chaque année et du déchirement de voir ce talent s'éteindre parce qu'une famille ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité. Elle m'a raconté l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, originaire d'un village de montagne en Savoie. Sa famille avait tout perdu dans un incendie. C'était la danseuse la plus prometteuse que la docteure Moreau avait vue en 10 ans. Elle avait dû abandonner après 3 mois. L'injustice m'a prise à l'estomac. Ce talent, pur et puissant. Brisé par quelque chose d'aussi banal que l'argent. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai regardé mon portefeuille d'investissement. Je suis analyste financière. Je gère l'argent par nature et par profession. Je vis bien en dessous de mes moyens. Pas d'enfant. Pas de crédit immobilier. Des années d'épargne disciplinée. Les chiffres à l'écran m'ont surprise moi-même. Il y avait bien plus que ce dont j'aurais jamais besoin. Le lendemain, j'ai rappelé la docteure Moreau. J'avais une proposition. Je voulais créer une bourse d'études privée et entièrement anonyme, 48 000 € par an, couvrant la totalité des frais de scolarité pour un élève sélectionné. Chaque année sur la base d'un critère unique, un talent exceptionnel associé à un besoin financier réel. Une seule condition. Mon nom ne devait jamais apparaître, jamais. Ni à l'école, ni à l'élève, ni à sa famille. Je voulais que ce soit un cadeau pur, pas une plaque sur un mur, pas un gala en mon honneur. Pas de lettre de remerciement signée de mon nom. Je voulais que l'élève sente qu'il l'avait mérité par ses seuls mérites. La docteure Moreau a été décontenancée, puis profondément touchée. Nous avons travaillé avec mon avocat. La bourse a été officiellement créée, anonyme, légale, irréversible dans ses modalités annuelles. Pendant la première année, j'ai reçu une simple lettre de confirmation avec un lien vers une vidéo privée de l'audition de l'élève sélectionné. J'ai regardé cette jeune danseuse pendant 9 minutes, son visage illuminé de quelque chose que l'argent n'aurait jamais pu acheter. La passion brute. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie. Puis, il y a environ 1 an, la lettre annuelle est arrivée. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai commencé à lire, et le nom m'a coupé le souffle. La bénéficiaire de la bourse était Camille Renaud, ma nièce. Je suis restée immobile devant mon bureau pendant plusieurs minutes, à fixer ce nom. L'ironie était vertigineuse. La docteure Moreau n'avait aucune idée du lien entre nous. Pour elle, Camille n'était qu'une candidate supplémentaire, une bande d'audition puissante, un dossier d'aide financière démontrant que les revenus des parents ne couvraient pas les frais. Car c'était la réalité. Théo et Nathalie gagnaient bien leur vie, mais leur style de vie, la maison, les 2 voitures en leasing, le club de sport privé, les vêtements de marque, avaient largement dépassé leur capacité réelle. 48 000 € en liquidité,
en dehors de leurs charges fixes, étaient au-dessus de leurs moyens. Leur richesse était une performance. Comme tout le reste dans leur vie, une partie de moi était furieuse. Mon argent, mon cadeau silencieux, finançait le rêve de l'enfant de Nathalie, mais j'ai pensé à Camille. Pas la Camille arrogante formée par sa mère. La vraie Camille, celle que j'avais vue danser lors de son spectacle de fin d'année. La concentration dans ses yeux, la joie pure dans ses mouvements. Ce talent était réel. Méritait-elle d'être punie pour les péchés de sa mère? J'ai décidé que non. J'ai laissé faire. J'ai gardé le secret. J'ai payé les frais de scolarité. Et j'ai écouté, avec un calme presque comique, Nathalie se vanter. Pendant des mois que Camille avait remporté une bourse au mérite extraordinaire. Elle n'avait aucune idée que le comité de sélection en question, c'était moi, seule, dans mon appartement, en train de signer un chèque. J'aimais ça ainsi. Ma générosité cachée, silencieuse, sans applaudissements, jusqu'à ce que la générosité soit reçue avec de l'arrogance. Jusqu'à ce que la famille que je soutenais secrètement brise la seule chose que je tenais pour précieuse. Le dîner n'était pas seulement une insulte, c'était une profanation. Ils se moquaient de la source de leur propre bonne fortune. Ils avaient appris ma gentillesse et l'avaient piétinée. À ce moment précis, j'ai su que le cadeau devait prendre fin. Ce n'était plus un cadeau. C'était devenu de la complaisance. Le trajet de retour était silencieux. Les lampadaires défilaient. Le bracelet cassé était niché dans un mouchoir en papier au fond de mon sac. Mes mains étaient stables sur le volant. Pas de rage bouillonnante, pas de larmes. Les années passées à avaler de petites blessures m'avaient laissé quelque chose de tout à fait différent. Une certitude froide et claire. Une tempête couvait depuis 15 ans. Elle était passée. Il ne restait plus que le travail calme de nettoyage des dégâts. En rentrant dans mon appartement, mon espace, le reflet de mon esprit, chaque chose à sa place, j'ai rempli la bouilloire. J'ai dosé une cuillère de camomille. L'odeur des fleurs séchées a rempli la pièce. Ce n'était pas l'acte d'une femme au bord de la crise. C'était un rituel. Il y avait une affaire à régler. Avec ma tasse posée à côté de moi, je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert l'ordinateur. La lueur bleue de l'écran m'a éclairé le visage. Mes doigts se sont posés sur le clavier. Je n'avais pas besoin de réfléchir. Les mots étaient déjà formés. Premier email. À la docteure Isabelle Moreau. Objet. Résiliation du financement. Bourse Lumière. Élève numéro 347. Cher docteur Moreau, je vous contacte pour vous informer de ma décision de résilier le financement de la bourse Lumière spécifiquement pour l'élève numéro 347, Camille Renaud. Cette résiliation prend effet immédiatement pour tout paiement futur. Ce n'est pas une décision simple. Les circonstances ayant motivé la création de cette bourse ont fondamentalement changé. Je vous remercie pour votre engagement et votre dévouement envers vos élèves. Je vous souhaite ainsi qu'à l'Académie tout le meilleur pour la suite. Cordialement. La donatrice. Mon doigt a plané au-dessus de la touche Entrée. Un éclair de doute. Était-il juste de punir Camille pour les comportements de sa mère? Mais ce n'était plus une question de justice abstraite. C'était une leçon. Une leçon sur le respect. Sur la gratitude. Sur la simple décence humaine de ne pas railler la personne qui paie discrètement votre chemin. Nathalie n'apprendrait jamais. Théo ne prendrait jamais ma défense. Mais Camille était encore jeune. 13 ans. Peut-être que cette leçon serait la plus précieuse de sa vie. J'ai cliqué. L'email était parti. Second email, à Théo et Nathalie. Objet, concernant la bourse de Camille. Théo, Nathalie, j'ai appris une nouvelle concernant la bourse de Camille à l'Académie de Grenoble. Il semblerait que le donateur privé qui finançait sa place se retire de manière inattendue, avec effet immédiat. Je crois que selon la politique de l'établissement, la totalité des frais de scolarité pour le prochain semestre, soit 48 000 €, sera exigible dans les 30 jours suivant la notification officielle. Sans paiement dans ce délai, l'inscription de Camille sera résiliée. Je suis sincèrement désolée d'apprendre cela. Je n'imagine pas à quel point cette nouvelle doit être bouleversante. Sophie. La dernière phrase était une œuvre d'art dans sa précision. Elle était vraie, à sa façon. J'étais réellement désolée que les choses en soient arrivées là, et je pouvais en effet imaginer exactement à quel point ce serait bouleversant. J'ai relu 2 fois. J'ai appuyé sur envoyer.clic, j'ai fermé l'ordinateur. J'ai bu une gorgée de camomille maintenant tiède. Le silence de mon appartement m'enveloppait. Mais ce n'était pas un silence vide.
C'était le silence d'un grand livre comptable qui vient d'être équilibré. Pendant des années, les comptes de ma famille avaient été un désordre de dettes émotionnelles non soldées. Je venais de corriger l'entrée. Il n'y avait aucune joie là-dedans, aucun triomphe, seulement la satisfaction silencieuse d'un problème résolu. La justice, ai-je réalisé, n'arrive pas toujours avec un coup de tonnerre. Parfois, elle commence par une frappe de touche discrète dans une pièce calme et sombre. 22 minutes. C'est le temps qu'il a fallu. Je rinçais ma tasse dans l'évier quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. L'écran s'est allumé, la photo de Théo et Nathalie souriant à la montagne. Dessous, Théo. Mon cœur a fait un seul grand coup, mais ma main était stable. Je l'ai laissé sonner 2 fois, un petit acte de contrôle délibéré. Allô Théo. Ma voix, aussi calme que l'eau immobile dans l'évier. Sophie. Il vient de se passer un truc bizarre. Sa voix était tendue, essayant de paraître détendue, échouant complètement. On vient de recevoir ton email, sur la bourse de Camille. Est-ce que c'est vrai? Tu sais ce qui se passe? Je sais ce que j'ai écrit dans l'email, ai-je répondu. Neutre, presque distant. Apparemment, le donateur a changé d'avis. Des bruits en fond, une porte, des pas rapides sur du parquet. Puis la voix de Nathalie, aiguë, frénétique, perçant la ligne comme une lame. Donne-moi le téléphone, Théo, tu t'y prends mal. Bruissement. Et soudain sa voix dans mon oreille. Plus de politesse de façade. La panique, nue et réelle. Sophie, qu'est-ce que c'est que cet email? Qu'est-ce que tu veux dire par terrible nouvelle? Tu étais au courant avant nous? Bonjour Nathalie. Arrête avec ton bonjour Nathalie. L'Académie vient d'appeler. Ils ont confirmé. La bourse de Camille est supprimée. Son rêve est supprimé. Qui ferait une chose pareille? Pourquoi? J'ai laissé ces questions flotter dans le silence. Un long silence calculé. J'entendais sa respiration, rapide et superficielle. La panique qui montait. Je ne sais pas, Nathalie, ai-je dit doucement. Peut-être que le donateur ne s'est pas senti apprécié. Peut-être qu'il en avait assez d'être pris pour acquis. Silence. Elle traitait mes mots, essayant de les intégrer dans sa vision du monde. Pas apprécié. Mais c'était un donateur anonyme. On ne l'a jamais rencontré. Comment aurions-nous pu l'apprécier? Je me suis approchée de ma fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient en bas, lointaines et belles. L'appréciation ne se résume pas toujours à de grands gestes, ai-je dit lentement. Parfois, ce sont les petites choses. Être aimable. Apprendre à ses enfants à respecter les biens des autres. Les sentiments des autres. Le silence qui a suivi était différent. Lourd, chargé d'une compréhension naissante. J'entendais presque les engrenages tourner. Le bracelet, ces petites choses, le rire. Respecter, a-t-elle murmuré. Le mot semblait étranger sur sa langue. Mais qu'est-ce que le bracelet a à voir avec ça? Peut-être plus que tu ne le penses. J'imaginais ses jointures blanches sur le téléphone. Théo qui planait à proximité, son visage un masque d'inquiétude inutile. C'est le rêve de Camille, Sophie, a-t-elle dit, sa voix montant d'une demi-octave. Ça n'a rien à voir avec une petite dispute de famille. Tu ne peux pas les laisser lui faire ça. Qui ferait ça? Et voilà, la dernière pièce. Elle venait de tomber dedans. Peut-être que tu aurais dû y penser, ai-je dit, ma voix se refroidissant d'un seul coup. Peut-être que tu aurais dû traiter les gens qui financent ce rêve avec un peu plus de respect. Le hoquet à l'autre bout du fil fut sec, une inspiration brève, violente, le son d'une personne qui fixe un fantôme, les gens qui le financent, a-t-elle balbutié. Sa voix n'était plus qu'un fil. Toute combativité avait disparu, remplacée par une horreur froide et rampante. Tu veux dire? C'était toi? Tu étais le donateur? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Je suis restée près de la fenêtre. J'ai écouté le son de son monde s'effondrer à travers le téléphone. Un sanglot étranglé. La voix de Théo en arrière-plan. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon silence était la réponse. Mon silence était la vérité. C'était le reçu de 15 ans de manque de respect. Et c'était le son le plus puissant qu'ils aient jamais entendu de moi. La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée là un moment, le téléphone contre l'oreille, écoutant la tonalité. Une vague de quelque chose m'a traversée. Pas du triomphe, pas de la joie, juste une finalité profonde. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des années. Le lendemain matin, 9 heures. Encore. Théo. L'écho sur la ligne m'a indiqué que j'étais sur haut-parleur. Il présentait un front uni. Sophie, nous devons parler de ça sérieusement, a commencé Théo, sa voix tendue mais contrôlée. Nous parlons, ai-je dit.
La voix de Nathalie a coupé, épaisse de larmes retenues. Sa voix d'actrice, celle réservée au moment où elle voulait de la sympathie. Sophie, s'il te plaît. Ce que Camille a fait. C'était un accident. Le fermoir était vieux. Elle ne voulait pas qu'il casse. Elle est dévastée par tout ça. Je me suis assise à ma table de cuisine. Le soleil du matin entrait par la fenêtre. Je me sentais étrangement sereine, comme un médecin sur le point de donner un diagnostic difficile mais nécessaire. Les accidents ne s'accompagnent pas de rire, Nathalie. Un accident, c'est quand on trébuche. Quand on annonce à une tablée entière qu'un objet est faux et vient d'un marché pendant qu'on l'arrache. Ce n'est pas un accident, c'est une performance. C'est une enfant, s'est-elle écriée, sa voix se brisant sur le mot. Elle a 13 ans. Elle ne fait que répéter ce qu'elle entend, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Alors, tu aurais dû mieux l'éduquer. Ma voix n'a pas bronché. Tu es sa mère. C'est toi qui lui as appris que mes affaires sont des babioles. C'est toi qui lui as appris que je suis quelqu'un qu'on peut ignorer. Elle répète la leçon que tu lui enseignes depuis sa naissance. Ce n'est pas de sa faute, Nathalie. C'est de la tienne. Inspiration brusque de l'autre côté. Théo a repris la parole. Sa voix d'arbitre professionnel. Sophie, c'est disproportionné. C'était un bracelet. Un bijou. Tu parles de compromettre l'avenir de Camille pour un bijou. C'était la limite, celle que j'attendais. Premièrement, Théo, ce n'était pas un bracelet. C'était le bracelet de grand-maman. La dernière chose qu'elle m'ait jamais donnée. Mais tu as raison. Ce n'est qu'un objet. Il n'a jamais été question de l'objet. Il est question du regard de ta femme quand c'est arrivé. Il était question de 15 ans de petites remarques, de sourires condescendants, de mépris calculé. Il est question d'être présente au repas d'anniversaire de ma propre mérette, d'être traitée comme une décoration murale, jusqu'à ce qu'on brise ma propriété pour rire. Le bracelet n'était pas la blessure, Théo. C'était le sel que vous avez finalement versé dedans. Silence total à l'autre bout. Et je ne compromets rien. Je choisis d'arrêter de financer des gens qui se moquent de moi pendant que je nourris secrètement leurs rêves. Une bourse est un cadeau. Un cadeau peut être retiré lorsque le bénéficiaire s'en montre indigne. C'est une conséquence, pas une punition. Silence. Longue. Ils s'attendaient à ce que je cède. Ils avaient toujours pensé que je céderais. La Sophie discrète. La pacificatrice. Ils avaient oublié que les personnes les plus calmes sont souvent les limites les plus fermes. Finalement, Théo a repris la parole. Sa voix différente. Toute fanfaronnade disparue. La voix creuse d'un homme face à un problème de mathématiques qu'il ne peut pas résoudre. Les frais de scolarité. L'Académie a rappelé ce matin. La totalité des 48 000 € est due d'ici vendredi. Sinon, la place est libérée lundi. Sophie. Nous ne les avons pas. Nous ne pouvons pas nous le permettre. C'était un aveu brut d'échec. De la part d'un homme dont toute l'identité reposait sur l'apparence du succès. Le son d'une belle façade se fissurant par le milieu. J'ai ressenti quelque chose. Pas de la pitié. Une tristesse brève et distante pour le garçon qu'il avait été, avant que Nathalie ne le redessine à son image. Mais le sentiment est passé. Tu as dit devant toute la famille que vous trouveriez un moyen. Ai-je répondu doucement. Tu as dit que vous feriez n'importe quoi pour le rêve de votre fille. Pause. C'est votre chance. J'ai raccroché. Il n'y avait plus rien à dire. Les jours qui ont suivi ont été les plus calmes de ma vie. Le mercredi s'est écoulé en silence. Jeudi, pas un message du groupe familial. Une paix étrange et presque vertigineuse. Je les imaginais dans leur grande maison, les conversations à voix basse, les appels désespérés à la banque, la prise de conscience terrifiante qu'il n'y avait pas de solution magique. Je connaissais leurs finances presque aussi bien que les miennes. Théo gagnait bien, mais Nathalie dépensait plus vite. L'hypothèque de leur maison surdimensionnée. Les 2 leasings. L'abonnement au club privé. Les vêtements de marque pour les enfants. Rassembler 48 000 € en liquide en moins d'une semaine était une impossibilité pour eux. Leur richesse était une illusion, comme tout le reste. Le vendredi est arrivé. J'ai travaillé de chez moi. À 17 h, je savais. Aucun paiement n'avait été effectué. Si cela avait été le cas, mon téléphone aurait explosé de messages. Leur silence était ma confirmation. Le lundi matin, un email de la docteure Moreau. Court, professionnel. Teinté d'une tristesse perceptible entre les lignes. Chère donatrice, conformément à vos instructions, je vous confirme que la date limite de paiement pour l'élève numéro 3147, Camille Renaud, est passée vendredi sans réception de fonds.
Conformément à notre politique, sa place dans le programme intégral a été officiellement libérée. Nous l'avons proposée à la première élève sur liste d'attente, une jeune danseuse très douée de Chambéry dont la famille sera profondément reconnaissante. Je suis désolée que les choses se soient terminées ainsi. Votre bourse a fait et continuera de faire beaucoup de bien. Cordialement. Docteur Isabelle Moreau, j'ai fermé mon ordinateur. Ce soir-là, l'appel inévitable est arrivé. Cette fois, Nathalie seule. La colère et la panique des appels précédents avaient disparu. Il ne restait que le son creux d'une défaite réelle. Elle sanglotait. Pas de manière performative, ses sanglots hachés et déchirants d'un chagrin authentique. Ils ont appelé Camille cet après-midi pour lui dire que la place était partie. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne veut pas sortir. Pour la première fois depuis le début, j'ai ressenti quelque chose d'aigu et douloureux. Pas pour Nathalie. Pour Camille, une petite fille de 13 ans assise seule dans sa chambre, croyant que son rêve était mort. Ma résolution a vacillé une fraction de seconde. Mais je me suis souvenu. Cette douleur était une leçon dure, mais nécessaire. J'en suis sûre. Ai-je dit, ma voix douce, sans triomphe. C'est une chose dévastatrice de perdre une telle opportunité. Peut-être que la prochaine fois, on réfléchira avant de casser quelque chose de précieux. Ce n'était pas sa faute. Elle a crié Nathalie une dernière lueur de son ancien feu. Non, ai-je convenu tranquillement. Ce n'était pas la sienne. J'ai mis fin à l'appel. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Sa voix, celle d'une espionne rapportant de derrière les lignes. Sa manœuvre habituelle. Reconnaître le problème sans jamais prendre parti. Sophie chérie. Théo m'a tout raconté. Ils disent pas que c'était toi, la donatrice de la bourse. C'est vrai? Oui, maman. Un long silence. Je l'imaginais dans son salon, tournant sa bague à l'annulaire. Et tu l'as annulée? À cause de ce petit incident avec le bracelet? Je l'ai annulé parce que le bracelet était la dernière facture d'une dette de manque de respect, accumulée pendant 15 ans. Je l'ai annulé parce que j'en avais assez d'être à la fois leur filet de sécurité et leur bouc émissaire. Mais Sophie, c'est la famille. La phrase, celle qui avait été utilisée pour masquer chaque fissure dans nos fondations depuis, aussi loin que je m'en souvienne. L'excuse. Pour chaque blessure, la justification pour chaque cruauté, je sais. Ai-je dit. Et une compréhension silencieuse et triste s'est installée en moi. Ma mère ne comprendrait jamais vraiment. Elle était trop ancrée dans le système. Trop. Investie dans la façade. La famille ne devrait pas servir d'excuse pour être maltraitée. J'ai financé le rêve de Camille pendant une année entière. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Le respect était le seul paiement que j'ai jamais voulu. Et quand ils n'ont même pas pu m'offrir ça, j'ai fermé le compte. Ma mère n'a pas répondu. Mais elle n'a pas insisté non plus. Je crois qu'à un certain niveau, elle avait compris que quelque chose avait changé définitivement. Une semaine s'est écoulée. Le silence de la maison de Théo est devenu une constante. Un nouveau mur froid entre nous. J'ai trouvé un nouveau rythme. Un rythme qui n'impliquait plus de me préparer à chaque réunion familiale. Le calme a commencé à ressembler moins à un vide, plus à une paix. Puis un après-midi, une enveloppe est apparue dans ma boîte aux lettres, différente du courrier habituel blanche. Simple, pas. D'adresse d'expéditeur, mon prénom et mon adresse écrits d'une écriture soignée et hésitante. Une écriture d'enfant qui travaille encore ses lettres. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai monté dans mon appartement, posé. Sur le comptoir, fixé quelques secondes, puis je l'ai ouverte. Une feuille de cahier lignée, soigneusement pliée en 3. La lettre était courte, chaque mot semblait peser et douloureusement sincère. Chère tante Sophie, je suis tellement désolée. Je suis désolée d'avoir cassé ton bracelet. Je ne savais pas qu'il était vrai, ni qu'il comptait autant pour toi. Je n'aurais pas dû le toucher. C'était mal. Maman a dit des choses sur toi et sur tes affaires qui n'étaient pas vraies. Je pensais qu'elle avait raison, mais je ne le pense plus. Elle est très en colère. Papa aussi, mais je crois qu'ils sont en colère parce qu'ils ont été pris. Tu m'as aidé, plus que quiconque ne l'a jamais fait. Tu as payé pour mon rêve et je ne savais même pas que c'était toi. Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire merci. Je me sens très mal d'avoir été méchante avec toi alors que tu étais si gentille avec moi. Merci de m'avoir aidé. Même si c'est fini maintenant, je n'oublierai jamais. Je suis désolée. Camille. J'ai lu cette lettre 3 fois. À chaque lecture, le nœud serré dans ma poitrine se desserrait. À la fin de la 3e lecture, des larmes coulèrent sur mon visage. Pas de tristesse. Pas de colère.
des larmes de soulagement, de validation profonde et déchirante. Pas d'excuses, pas de dérobade, juste l'honnêteté. Nette et simple d'une enfant qui avait enfin vu la vérité. Maman a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Cette phrase, c'était Camille qui se séparait du récit de sa mère. C'était le son d'une conscience qui naissait. À ce moment-là, j'ai su, je n'avais pas brisé l'avenir d'une petite fille. Je lui avais peut-être donné une chance d'en avoir un vrai. Construit sur le caractère plutôt que sur le privilège. Bon, action silencieuse n'avait pas été un acte de destruction. C'était un acte de clarification. Elle avait dissipé la fumée, brisé les miroirs. Et dans les décombres, Camille avait trouvé un morceau d'elle-même. Je suis allée à mon bureau. J'ai sorti une feuille de mon papier épais couleur ivoire, un bon stylo plume. Un email aurait semblé impersonnel, un message trop banal. Cette conversation méritait du soin. Chère Camille, merci pour ta lettre. Elle compte pour moi plus que tu ne l'imagines. Je te pardonne entièrement. Le bracelet peut être réparé. Les choses cassées peuvent souvent l'être, parfois même plus solides qu'avant. Ce qui compte, c'est que tu aies compris. Tu es une danseuse extraordinairement talentueuse. Je l'ai su dès la première fois où je t'ai vue sur scène. Ce talent t'appartient. Pas à une académie. Pas à tes parents. Pas à moi. Ne laisse jamais personne te convaincre que ton rêve ne peut exister que dans un seul bâtiment coûteux. Continue de danser. Danse dans ta chambre. Dans un studio de quartier. Dans le parc, danse parce que tu aimes ça. Le vrai. Talent n'a pas besoin de 48 000 € pour survivre. Il a juste besoin de cœur. Je suis très fière de la personne que tu deviens, avec tout mon amour tante Sophie. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe adressée à Camille Lachet. Théo, marcher jusqu'à la boîte aux lettres, ce soir-là, était différent. Ce n'était pas un acte de guerre, c'était un traité de paix. Pas avec Théo, pas avec Nathalie, avec l'avenir. J'avais fermé une porte sur un passé toxique, et ce faisant, j'avais ouvert une petite fenêtre pour la génération suivante. C'était plus que ce que j'avais espéré. Le bracelet est maintenant à mon poignet, à sa place habituelle contre ma peau. Je l'ai emmené chez un bijoutier du centre-ville. Un homme calme, aux mains précises et à la loupe vissée en permanence sur l'œil, il a réparé la chaîne. Remplacé le fermoir par un légèrement plus épais, plus solide que l'original. Comme ça, il sera plus sûr. J'ai trouvé ça... Juste, parfois les choses doivent se briser pour révéler ce dont elles sont vraiment faites. Et parfois il faut rompre avec des gens que l'on aime pour se sauver soi-même. Les retombées ont produit une nouvelle réalité. Nathalie a perdu son emprise sur moi. Avec elle, la prétention brillante dans laquelle elle avait enveloppé sa vie Théo a été forcée d'affronter les conséquences de sa passivité. J'ai appris qu'ils ont dû vendre une de leurs voitures pour résilier leur abonnement au club. Mais Camille, elle, a gagné quelque chose en perdant une bourse. Elle a gagné une conscience. Et moi, en perdant la famille que je croyais devoir avoir, j'ai finalement gagné la paix. Ils diront probablement toujours que j'ai agi par vengeance. Ils raconteront l'histoire lors des repas auxquels je ne suis plus. Inviter leur sœur froide et sans enfant, qui ne supportait pas de les voir heureux. Mais je connais la vérité. La vengeance, c'est causer de la douleur pour le plaisir de le faire. Ce que j'ai fait, c'était rétablir l'équilibre. Je leur ai simplement présenté la facture de service qu'ils prenaient pour acquis depuis trop longtemps. Ma vie est plus calme maintenant. Mais elle est aussi plus pleine, remplie de mes propres choix, de mes propres valeurs, de mon propre sentiment, inébranlable de ma valeur. Le silence n'est plus vide, il est pur sec, le son du respect de soi. Si quelqu'un a déjà ri en brisant quelque chose que vous aimiez, si on vous a déjà fait sentir petit, pour que quelqu'un d'autre se sente grand, retenez ceci. La gentillesse. Sans limite n'est pas de la gentillesse. C'est la permission donnée aux autres de continuer à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Et vous valez bien trop pour laisser cela se produire. Vous méritez d'occuper de l'espace, pas seulement dans une pièce, dans votre propre vie. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Racontez-moi votre expérience. Et si vous pensez à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez cette vidéo avec lui. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt. Cette histoire est une œuvre de fiction, narrative à vocation éducative et divertissante. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles serait purement fortuite. Les noms, lieux et événements sont entièrement inventés.